Dans notre dernière vidéo, nous avons exploré le fascinant domaine des applications de la physique, dévoilant les mystères derrière la moyenne arithmétique, la moyenne géométrique et la moyenne pondérée. Aujourd'hui, nous changeons de cap pour explorer une application financière des moyennes géométriques. Du calcul des rendements, des investissements à l'évaluation des performances du portefeuille, les moyennes géométriques jouent un rôle crucial dans la compréhension de la croissance financière et de la stabilité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de notre contenu le plus récent. Embarquons ensemble dans cette exploration financière. Voilà, maintenant nous allons passer à la démonstration concernant une application dans le domaine de la finance, la notion de Geometric Mean and Compound Annual Growth Rate. OK? Donc, ici, c'est la notion de moyenne géométrique et de taux de croissance annuel composé. Ainsi, il est essentiel de souligner l'importance de reconnaître la nature d'un problème avant d'appliquer un algorithme. Cette compréhension peut souvent conduire à des solutions à la fois plus simples et plus élégantes. Prenons l'exemple d'une application en physique impliquant des vitesses. Si l'on calcule directement une moyenne arithmétique des vitesses, la solution pourrait s'avérer incorrecte. Cela s'explique par le fait que la nature du problème est harmonique et non pas arithmétique. Il convient alors d'adopter une approche qui reflète cette réalité harmonique pour obtenir un résultat juste. Bon, revenons ici à notre problème. Ici, nous allons prendre un petit exemple avec un petit capital pour pouvoir avoir une idée de comment appliquer ces genres de problèmes-là. Donc, nous imaginons un capital initial de 100 $ avec une croissance pour la première année de plus 71%, pour la deuxième année de plus 46% et pour la troisième année de 30%. Maintenant, la question est de savoir quel est le capital final, ça c'est de 1, et de 2, quel est le taux moyen de croissance annuelle composé. OK? Très bien. Maintenant, on va essayer de voir comment résoudre ce genre de problème-là. Donc, ici, on va essayer de faire beaucoup de choses et vous allez voir pourquoi on fait tout cela. D'abord, en premier lieu, ici, on définit en fait les clés. Les clés, c'est juste pour enregistrer en fait nos résultats. Donc, là, j'ai une variable que j'appelle keys. Donc, c'est comme vous le voyez, en fait, c'est juste une liste composée de strings. Donc, la première clé, c'est capital A3, c'est le capital correspondant à la troisième année. Et puis, il y a le résultat arithmétique et ici, il y a le résultat géométrique. Très bien. Maintenant, on va utiliser ces clés-là pour définir en fait les clés du résultat. Le résultat, bien sûr, comme nous l'avons défini ici, étant un dictionnaire. Donc, la première clé, c'est keys of 0. Donc, c'est capital A3. Et pour l'instant, le résultat, il n'y a rien là-bas. Bon, là, c'est selon vos préférences. Vous pouvez mettre un capital initial égal à 0. Mais moi, j'ai préféré mettre none parce que, dans un premier temps, la valeur n'est pas définie, mais c'est comme vous voulez. Très bien. Et de la même façon, j'ai défini les autres valeurs qui correspondent à la deuxième et la troisième clé, donc pour la méthode arithmétique et pour la méthode géométrique. Très bien. Maintenant, on va définir en fait la variable cap0, c'est le capital initial pour l'année 0. Donc là, c'est très simple. On avait dit que c'était 100 $, donc c'est égal à 100. Maintenant, j'ai défini ici encore en fait une liste composée de nombres entiers, 71, 46 et 30. Mais vous comprenez que 71, c'est 71%, 46, c'est 46%, et puis 30, c'est 30%. Donc là aussi, c'est selon, bon,
si vous préférez, vous pouvez mettre, par exemple, 0,71, 0,46, 0,30, OK? Mais bon, moi, je pense que c'est beaucoup plus lisible si j'écris mon code de cette façon-là. Quand je mets percent list, quelqu'un qui regarde le nom de la variable, il sait qu'en fait, les valeurs qui sont à l'intérieur sont des pourcentages. Donc, quand il voit 71, c'est très facile. Donc, la charge cognitive de la définition de la variable est très simple. En fait, le développeur qui lit le code comprend que c'est 71%. Donc, mais c'est comme vous voulez aussi. Maintenant, une fois que j'ai ça, évidemment, je dois transformer ces pourcentages-là en pourcentage réel. Donc, 71, c'est 71%, c'est 0,71. Donc, comme je l'ai dit, j'ai défini cela comme ceci pour faciliter la lecture de mon programme. Et puis, tout ce qui est en fait maintenant automatique, je peux le faire. OK? Et maintenant, j'ai défini ici en fait les valeurs de ces pourcentages-là. Et pour cela aussi, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc, je vais utiliser en fait NumPy. OK? Je fais NumPy array et puis je passe la liste des pourcentages et puis je divise par 100 pour avoir en fait les valeurs réelles. Très bien. Maintenant, je vais définir aussi en fait le capital pour chaque année. Mais pour l'année 0, il n'y a rien à faire. Donc, je mets dans ma liste la valeur cap 0 qui est égale à 100. OK? Là aussi, par exemple, quelqu'un pouvait se dire que pourquoi bon, je vais vous montrer ce que quelqu'un pouvait définir la valeur comme ceci. Et puis, il met ça à l'intérieur. Bon, évidemment, ça c'est juste. Parce que cap 0 est égal à 100. Mais c'est quoi le problème si je définis en fait ma variable comme ceci? OK? Donc, un programmeur qui regarde ça comme ça, il va essayer de réfléchir pour comprendre le ça là, ça correspond à quoi. Parce que c'est pas évident, ce ça là, ça correspond à quoi. Mais quand je mets cap 0, là, il n'y a pas de réflexion possible parce qu'on sait qu'en fait, c'est le capital 0. Maintenant, et je n'ai pas besoin conceptuellement de comprendre c'est égal à combien. Parce que cette valeur-là peut être changée comme je veux. OK? Par exemple, si j'écris mon code comme ceci et que je veux changer en fait cette valeur-là, je ne change pas le reste de mon code. Je vais changer uniquement cette valeur-là et puis tout le reste de mon code est correct. Mais si je définis ça comme ceci, ici à l'intérieur, si je veux changer la valeur, il va falloir aller encore dans le code, essayer de voir où est-ce que cette valeur-là était pour le changer. Donc, vous voyez qu'en fait, la maintenance en fait, du code est beaucoup plus compliquée. Très bien. Voilà. Et puis, une fois que j'ai ça, maintenant, je vais essayer de calculer en fait le capital qui correspond aux autres années. Donc là, c'est très simple. Je fais juste en fait une loupe. Donc, for p in percent array. Donc, pour chaque valeur du pourcentage qui est dans percent array, qu'est-ce que je fais? Je calcule, je prends d'abord la dernière valeur qui est là, caps minus 1. Caps minus 1, ce n'est rien d'autre qu'en fait la dernière valeur du capital. Donc, c'est l'année dernière. Si je veux calculer pour l'année courante, je prends l'année passée. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Et puis, il faut le multiplier par 1 plus P. Bon, imaginons par exemple, si j'ai une croissance de 10%, c'est 0,1. Donc, il faut faire en fait le capital de l'année passée fois 1,1, qui donne en fait le capital de cette année-là. Et une fois qu'on a cette valeur-là, qu'est-ce qu'on fait? On l'ajoute à notre liste CAPS. Mais là, vous reconnaissez, CAPS c'est quoi? C'est la liste qui contient les valeurs. Et là, on utilise en fait la méthode append pour ajouter cette valeur-là. Et ainsi de suite, jusqu'à finir en fait notre loop. OK? Très bien. Maintenant, une fois qu'on a cela, qu'est-ce qu'on fait? On va faire raise key of 0. Ça veut dire quoi? Key of 0, vous vous rappelez, c'est quoi? C'est capital A3. Donc, ça veut dire qu'on veut trouver le résultat de la dernière année. OK? Donc, qui est l'année 3. Et puis, donc, maintenant, ce n'est rien d'autre qu'en fait caps minus 1. OK? Ça veut dire que maintenant, une fois qu'on sort de la structure de contrôle, en fait, le for loop, la dernière valeur maintenant correspond à l'année 3, évidemment. Et puis, on arrondit la valeur à 2 chiffres et on met le résultat dans raise keys 0. Très bien. Maintenant,
ça nous permet de trouver quoi en fait? Ça nous permet de trouver, sans rien faire, ici on a fait brute force, on a juste fait une itération, hein, d'année en année, année 0, année 1, année 2, ok, année 3, pour calculer le capital final. Ça, c'est ça. Maintenant, on va voir c'est quoi la différence entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique et comparer avec le résultat que nous avons ici pour trouver quelle est la bonne approche. Parce que si quelqu'un pense que ce problème-là est un problème arithmétique, il va faire quelque chose comme ça. Mais quelqu'un d'autre qui pense que le problème est géométrique, il va faire quelque chose comme cela. Et évidemment, le problème ne peut pas être en même temps arithmétique et géométrique. OK? Donc, il y a une de ces deux méthodes-là qui est correcte et il y a une autre qui est fausse. Maintenant, pour trouver quelle est la bonne méthode, il nous suffit de comparer avec le résultat réel qui est là. OK? Très bien. Voilà. Maintenant, si on fait l'approche arithmétique, on fait R1 égale numpy, mean, percent, array. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, on a tout simplement calculé en fait la moyenne arithmétique. On a pris en fait les pourcentages et puis on a trouvé leur moyenne arithmétique. Donc, on l'a appelé R1. Et évidemment, maintenant, si le problème était arithmétique, le capital final devrait être égal à normalement le capital initial multiplié par ceci. Bon, là, je vous invite à regarder un peu ceci. Bon, c'est très simple, je vais l'écrire ici pour vous. Ce n'est rien d'autre que, par exemple, que c'est x0 fois, si vous voulez, 1 plus la raison, et puis à la puissance quoi? À la puissance 3. Ou bien, si vous voulez, n étant égal à 3. Et une fois que vous avez fait ce calcul-là, maintenant, le reste, c'est juste en fait du formatage. Donc, j'ai défini ici un dictionnaire que j'appelle raise arith pour dire qu'en fait, c'est le résultat arithmétique. Et puis là, j'ai fait capital 3. Et puis là, je vais faire un arrondi à 2 chiffres. Vous le voyez bien ce que je fais ici. Après, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Là, je vais calculer ici le taux moyen. OK? Le taux moyen, et là aussi j'ai fait un formatage. Qu'est-ce que je fais ici? Voilà, là j'ai fait, bon, ça j'ai utilisé la notion de f-string pour formater en fait R1 sous forme de pourcentage. Bon, vous comprenez ce que j'ai fait ici, ça on l'a déjà vu. Hein. Et finalement, j'ai défini raise keys 1 equal to raise arithmetic pour mettre en fait le résultat arithmétique dans la valeur qui correspond à ceci. Voilà. Et maintenant, de la même façon, si le problème était un problème géométrique, je fais pareil. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais définir ici R2, qui est la raison. Et là, je vais définir en fait la raison géométrique ici, hein, qui normalement devrait être égale à Gmin. Gmin, n'oubliez pas, je pense que vous pouvez utiliser ici SciPy-Stats, hein, qui vous donne en fait la moyenne géométrique. Donc, R2 devrait être égal à Gmin 1 plus percent array minus 1. Hein? Là, c'est en fait, on a fait des opérations sur un tableau. OK? Donc, bon, je pense que qu'est-ce qu'on fait? On prend percent array, on lui ajoute 1, et puis on trouve la moyenne géométrique de tout cela, et puis il faut soustraire 1 à la fin. Et c'est comme cela qu'on trouve en fait la moyenne géométrique. OK? Vous prenez en fait les valeurs, vous ajoutez 1 à chaque valeur, et puis vous calculez la moyenne géométrique, et puis vous allez soustraire 1 pour trouver la raison. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, maintenant, on va calculer maintenant de la même façon que nous avons fait ici, dans le cas du problème arithmétique. Si le problème était géométrique, la dernière valeur devrait être égale à quelque chose comme ceci. OK? Même chose, la seule chose qui change, c'est quoi? C'est R1 qui est remplacé par R2. Ici, on avait une moyenne arithmétique. Là, on a une moyenne maintenant qui est géométrique. Et de la même façon ici, vous avez vu ça ici, on définit ici le résultat géométrique avec le même formatage et puis arrondir à 2 chiffres. Voilà, c'est très simple. Et puis, on met le résultat dans la valeur qu'il faut. Et après, on affiche le résultat.
OK? Voilà, maintenant on va exécuter pour voir le résultat. Donc voilà le résultat. Donc on voit qu'en fait, le vrai résultat capital A3 doit être égal à 324,56 $. Maintenant, comparons ce résultat-là avec les résultats de la méthode arithmétique et de la méthode géométrique. La méthode arithmétique nous dit qu'en fait, le capital doit être égal à 330,79 $ avec un taux moyen de 49%. Alors que la méthode géométrique nous dit qu'en fait, le capital final doit être égal à 324,56 avec un taux moyen de 48,06. Donc, vous voyez très bien qu'en fait, la façon arithmétique ne donne pas un résultat correct. Parce que le résultat correct, si on applique en fait l'algorithme sans pour autant appliquer un concept, on va trouver ces résultats-là. Donc, vous voyez très bien que la nature de ce problème-là est géométrique et non pas arithmétique. Donc, comme je disais, il est toujours essentiel de souligner ou bien de reconnaître l'importance de la nature d'un problème avant d'appliquer en fait un concept à un problème. OK? Voilà, donc c'était ça, vous montrer qu'en fait qu'on peut utiliser les listes pour faire des calculs statistiques. Bon, ici nous avons vu un problème en physique et on a aussi vu un problème en finance, comment on peut utiliser en fait les listes, mettre des données à l'intérieur et faire des calculs statistiques là-dessus. Très bien. Maintenant, je vais finir avec deux packages ici qui peuvent être utiles quand vous utilisez en fait des dictionnaires. Par exemple, il y a un package qui s'appelle Prettyprint et il y a un autre package qui s'appelle JSON. Voilà, les personnes qui développent en JavaScript savent très bien de quoi il s'agit. JSON, c'est JavaScript Object Notation, mais nous allons voir de quoi il s'agit. Par exemple, ici, vous voyez très bien comment en fait, notre dictionnaire est affiché. Donc, si je veux, par exemple, avoir, en fait, disons, un affichage beaucoup plus intelligent, je peux utiliser Prettyprint pour afficher, en fait, mon dictionnaire. On va le faire. Donc, maintenant, comparez, en fait, cet affichage-là avec cet affichage qui est là en haut. Vous voyez qu'ici, en haut, en fait, le dictionnaire est affiché. Les clés, par exemple, sont affichées dans l'ordre de définition. Il y avait d'abord capital A3, après il y a arithmétique, après il y a géométrique. Alors que si j'utilise Prettyprint comme ceci, l'affichage est bien, bon, les clés sont ordonnées. Donc, arithmétique A vient avant, après C, il y a géométrique. Donc, comme cela, on peut facilement retrouver en fait nos clés et les valeurs qui leur correspondent. Voilà, très bien. Maintenant, on peut aussi utiliser JSON et vous allez voir la différence. JSON fait un peu plus. Vous avez vu, par exemple, ici, on avait en fait, pour la clé arithmétique, en fait, toutes les valeurs sont affichées sur une même ligne. JSON fait quelque chose de façon différente, par exemple. D'abord, par exemple, pour capital A3, bon, vous avez vu ici, par exemple, c'était, bon, il y a aucune différence. C'est la même chose ici, sauf qu'en fait, il y a une indentation pour donner de l'espace, pour faciliter, en fait, la lisibilité. Après, pour arithmétique, tout était sur la même ligne. Maintenant, vous voyez qu'en fait, c'est seulement la clé qui est sur la première ligne et tout le reste est indenté, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, des façons de formater, en fait, l'affichage de vos dictionnaires. En conclusion, il est crucial de reconnaître le cadre conceptuel qui s'applique pour trouver une solution correcte et élégante à un problème. Comprendre les fondements théoriques sous-jacents est essentiel pour développer des solutions durables et efficaces. Enfin, je vous recommande vivement d'utiliser des packages Python tels que Prettyprint ou JSON pour afficher intelligemment les dictionnaires. Ces outils peuvent grandement améliorer l'affichage de vos données. Je vous encourage à visionner les vidéos futures concernant les fonctions pour enrichir vos compétences en programmation Python.
Merci et à la prochaine.